il faut maîtriser l'histoire des régimes. Pas dans le détail, pas de manière érudite, mais de manière pratique, fonctionnelle. Il y a vraiment, je crois, dans cette histoire du suffrage, dans cette histoire politique du suffrage, il y a vraiment un morceau de bravoure. C'est le grand moment tertio-républicain, la Troisième République. La lettre de cadrage n'évoque pas le vote des élus. Elle n'évoque que le vote des électeurs. Je suis professeur de lettres supérieures et de première supérieure, prof de Cagne, dans un lycée de l'Ouest parisien. Je suis aussi ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Ça fait quelques années de cela même, on compte maintenant en décennies. Et puis j'enseigne également accessoirement dans différents établissements la géopolitique pour les classes 2CG, qu'on appelle de manière un peu triviale les prépas HEC. Voilà qui je suis un vieux routier des classes prépa, depuis maintenant près de 30 ans. Voté en France de 1848 à 2002. Premier ressenti sur ce thème ? Un sujet d'un classicisme insurpassable. C'est assez typique des programmes de l'ENS. On se souvient du beau sujet sur les étrangers en France, des sujets 19e, 20e siècle, des sujets d'histoire politique, des sujets très larges, très ouverts. On verra dans un instant les différentes dimensions. Alors, tu sais, en Hippocagne, la première année, il n'y a pas de programme, il y a des traditions. Et dans la tradition de l'Hippocagne, c'est souvent les collègues, c'est ce qu'ils font, et j'y échappe pas, ils font de l'histoire politique de la France au 19e siècle. Alors ce sujet, ça paraît une aubaine parce que les étudiants ont certainement quelques lueurs, quelques lumières sur l'histoire politique du 19e. En même temps, tous les préparationnaires ont plus ou moins tâté de cette histoire-là. Donc il y a de grosses différences de niveau déjà qui se font sentir, tu vois, entre ceux qui ont eu un super cours en Hippocagne sur l'histoire politique et ceux, disons, où le cours a été un peu plus léger ou concentré sur la seule Troisième République, ce qui est parfois le cas. Et côté borne chronologique, on voit que de plus en plus, on arrive tranquillement vers le 21e siècle. Ouais, Ça fait quelques années. c'est ça. C'était pourtant assez rare. Pour un boomer comme moi, c'est quelque chose qui est assez presque, ça donne le vertige de faire de l'histoire techniquement sur le tout début du 21e siècle. Hein. Une grande partie de ma vie est déjà devenue matière à histoire, tu vois, en quelque sorte. Alors les dates, les bornes, elles sont très très classiques, surtout la première, 1848. Bien sûr, l'instauration du suffrage universel, mais aussi, on l'oublie trop souvent, la première élection présidentielle en France. Hein. Il y avait pas eu de président avant Louis-Napoléon Bonaparte, élu en décembre 1848, et il faudra attendre, accrochez-vous, 1965 pour revoir une élection au suffrage universel direct du président de la République. Ça sera bien évidemment Charles de Gaulle pour son second mandat. Entre 1848 et 1965, aucune élection présidentielle. Bien sûr, le sujet est inspiré aussi par l'actualité. Il y a à la fois un classicisme du sujet qui est bien dans le sillon des programmes de l'ENS, et en même temps, bien sûr, on ne peut que penser que les écrits vont se dérouler en avril 2027, hein, où se joue l'élection présidentielle à venir. Le jury le sait aussi, bien évidemment. Ça serait bien maladroit, en tout cas, de faire des allusions à l'actualité dans une copie. Hein. Ça, je le dis tout de suite comme premier conseil liminaire aux candidats, hein, pas d'allusion à l'actualité, des allusions au passé, à l'amont du programme, aux premières élections peut-être qui ont vu l'élection à la Convention en 1792 avec à peine 10% de participation. Ça, c'est de bonne guerre, mais des propos de Café du Commerce sur 2027, abstenez-vous. C'est pas l'objectif. Donc, tu as parlé de 1848-2002. Oui, 2002, bien sûr. Alors, date très importante de l'histoire politique contemporaine, parce qu'un parti protestataire, techniquement protestataire, on verra peut-être ultérieurement ce que recouvre cette notion, le Front National devient potentiellement un parti de gouvernement en étant sélectionné pour le second tour de l'élection présidentielle. Ça a été un moment très, très important, quel que soit le regard qu'on peut porter sur cet événement, il est important, hein, dans l'histoire politique française. C'est également, on l'oublie aussi, et peut-être ceci explique cela ou cela explique ceci, un record d'abstention, hein, un des records d'abstention avec 95, puisqu'au second tour, il y a des électeurs qui n'ont pas voulu choisir entre Chirac et Le Pen,
il y a eu plus de 20% d'abstention au second tour. Alors depuis, on a fait mieux ou pire, mais à l'époque, c'était vraiment dans les hautes eaux de l'abstention. Et évidemment, l'abstention est un phénomène très important à analyser sur la durée, hein, dans le sujet. C'est un comportement électoral, mais c'est un comportement qui n'est pas simplement une forme de neutralité. Les abstentionnistes envoient aussi un message. Le thème, c'est voter en France et cette zone géographique de la France, quid, j'ai envie de dire, de l'Union européenne? Quelle place à donner? Parce que ça s'inscrit aussi dans la logique, du Oui, vote bien français. sûr. Eh ben, tu sais que depuis 1979, avec l'élection des députés européens, des députés français à l'Assemblée européenne, car on ne vote pas en France pour élire des députés européens, on n'élit que des nationaux. Depuis 1979, il y a ces élections européennes qui ont pris une place importante dans les années 80-90 où, disons, le zèle, l'enthousiasme pour l'Union européenne, pour le projet européiste était déjà très fort. Mais au XXIe siècle, on s'aperçoit que les élections européennes ont été retournées, en un vote protestataire et sont l'occasion pour les électeurs français d'exprimer un mécontentement, un dissentiment, sur la scène nationale par le détour des élections européennes. En quelque sorte, elles ont été instrumentalisées, ces élections, surtout au XXIe siècle. Donc ce n'est pas hors sujet d'en parler Pas ou du en tout, tout cas de pas du tout. l'aborder. Ouais, On vote en France pour les élections européennes. Techniquement, il y a rien à redire là-dessus. Les élections européennes, elles ont pas lieu au Luxembourg bien ou à sûr. Chypre, hein. Elles ont lieu dans des bureaux de vote qui sont en France. Tu as C'est tout à très fait clair. raison de le souligner, hein, il faut y penser. Pour continuer dans cette analyse du sujet, en discutant un petit peu avec toi et même en amont pardon de cette vidéo, tu voyais 3 dimensions. Est-ce que tu peux Ouais. revenir un petit peu dessus? Oui, alors comme souvent, pour l'ENS, il y a des pistes à lire et c'est souvent d'ailleurs, plus riche d'enseignements que d'avoir une approche, strictement chronologique, que personnellement dans ma préparation, j'évite. Même si, nous en reparlerons, pour le plan de la dissertation, la chronologie est évidemment très importante. Il faut faire un plan chrono-thématique qui couvre l'ensemble de l'empan, de la période. Néanmoins, il m'apparaît à la fois dans l'interprétation du sujet et dans, l'analyse de la lettre de cadrage du jury, que nous sommes face à trois dimensions. Vous êtes en prépa L, vous souhaitez être accompagné par Mission Prépa jusqu'aux portes de l'ENS. Rendez-vous en description pour en savoir plus sur nos programmes, cours particuliers, prépa digital annuel. On vous accompagne avec des profs qui sont actuellement à l'ENS ou alors des profs agrégés de prépa, comme dans cette vidéo. Heu, 3 pistes. La première, elle est assez évidente, c'est l'histoire politique. C'est ce que je disais, c'est la tradition de l'enseignement en hypocagne, en première année, où on étudie les différents régimes politiques de la France depuis la Révolution, depuis 1815, depuis 1830, depuis 1848. Le point de commencement est à la libre appréciation de l'enseignant. Heu, c'est l'histoire institutionnelle, plus précisément, au sens de l'histoire des régimes politiques, face à la question du suffrage. Ces régimes, tantôt ils vont élargir le suffrage. Alors en 1848, quand on passe du suffrage censitaire au suffrage universel. En fait, ce suffrage censitaire, il était aussi un suffrage capacitaire. C'est-à-dire que, votaient ceux qui avaient une certaine fortune, matérialisée par le paiement d'un certain niveau d'impôt, et ça allait aussi, de plus en plus dans la société moderne, avec un certain niveau de diplôme, un certain niveau d'études. Les 2 étaient, de plus en plus, joints. Alors pas complètement, il y avait aussi des grands propriétaires fonciers qui votaient et qui, n'avaient fait aucune étude, hein, d'où beaucoup de frustration aussi, chez ceux qui n'atteignaient pas le sens. L'élargissement a lieu aussi en 1944. Quand on élargit, on double le corps électoral, c'est un élargissement majeur, aux femmes, qui pour la première fois voteront l'année suivante aux municipales, du printemps 1945. Ça peut être aussi bien sûr en 1962 où on élargit alors non pas l'ensemble, du corps électoral, mais, le corps électoral pour l'élection présidentielle où c'était, depuis la réforme du général de Gaulle en 1958, 80 000 notables, 80 000 élus, en plus des parlementaires qui élisaient le président de la République, on passe au suffrage universel avec un changement d'ordre de grandeur, hein. Donc un élargissement, qui est possible avec différentes modalités. Vous avez, aussi des régimes qui restreignent le suffrage. Le régime qui a
élargit le suffrage en 1848, le restreint 2 ans plus tard par la loi du 31 mai 1850, lorsque les conservateurs au pouvoir vont exclure par un mécanisme très insidieux un tiers des électeurs de la possibilité de choisir leurs députés. Cette loi du 31 mai, elle exclut les ouvriers, tous ceux qui ne sont pas restés un certain temps dans la même circonscription. Les ouvriers étaient des nomades au 19e siècle, ils allaient de chantier en chantier. Ça a été un moyen très habile de pervertir le suffrage universel et d'en exclure les classes laborieuses, classes dangereuses, comme disait Michel Chevalier, qu'on va écarter du suffrage le 31 mai 1850. Autre exemple, bien sûr, la loi de 1800, les lois constitutionnelles de 1875 qui prévoient une élection du président de la République par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à l'époque la réunion de la Chambre des députés, qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale, ça a changé de nom, et du Sénat. Et donc, pas de suffrage universel après le traumatisme du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Et puis, justement, à propos de Louis-Napoléon Bonaparte, vous avez une troisième attitude des régimes politiques, c'est des régimes qui peuvent détourner le suffrage. Lorsque Louis-Napoléon Bonaparte est donc devenu Napoléon III à partir de 1852, se met à faire des référendums qu'il appelle des plébiscites, comme le faisait son oncle. Le plébiscite, la pratique plébiscitaire, eh bien, il y a une dimension d'onction démocratique pour un régime qui est autoritaire et qui couvre en fait ces débordements autoritaires et ces manipulations des élections législatives par des plébiscites, jusqu'au dernier plébiscite qui est un triomphe en mai 1870 où Napoléon III fait approuver par le peuple ces réformes libérales. Évidemment, il ne pouvait recueillir que de l'approbation dans ce contexte. Et puis, tu sais, tu as une troisième attitude, une quatrième attitude possible. C'est un régime, et heureusement, c'est un apax, on n'en a qu'un seul de ce type, qui abolit le suffrage universel ou tout suffrage d'ailleurs. C'est bien sûr le régime de Vichy, en 1940. Et on ne se rend pas compte qu'en 1945, où il y a donc les premières élections libres, les élections municipales, les élections nationales, avec un référendum sur le maintien ou non de la Troisième République, il n'y a pas eu d'élection nationale depuis 1936. En 1945, avec la guerre et le régime de Vichy, il faut remonter aux élections du Front populaire en 1936 pour avoir le précédent scrutin. Pendant 9 ans, les gens n'ont pas voté. Ils auraient dû voter normalement au début de la guerre, évidemment, on ne l'a pas fait. Il y a vraiment, je crois, dans cette histoire du suffrage, dans cette histoire politique du suffrage, il y a vraiment un morceau de bravoure. C'est le grand moment tertio-républicain, la Troisième République. D'abord parce que la Troisième République, elle est située chronologiquement entre 2 régimes autoritaires. Le régime du Second Empire, et puis, alors, bien plus autoritaire, le régime de Vichy. Et là, il y a une sorte d'apogée du suffrage, un apogée électoral. D'abord parce que, comme le dit très bien Jules Ferry, la Troisième République réussit à capter le vote des paysans. Pour les paysans, voter, et voter de plus en plus pour des notables républicains, devient une habitude. Nous nous sommes attachés le vote des ruraux, ou le vote des paysans, dit-il, ne les effrayons pas. Donc, pas de réforme excessive, pas de progressisme social, une voie médiane. Ensuite, parce qu'il y a une très forte participation, y compris pour les élections locales, les élections au conseil général, qu'on appelle aujourd'hui le conseil départemental, les élections municipales et bien sûr les élections aux législatives pour élire le député. Alors, le député, le maire sont très respectés sous la Troisième République. Ce sont des personnes qui sont parfois issues des notables, ou quand elles ne sont pas issues des notables, de la notabilité, elles le deviennent du fait de leur élection. Devenir un élu, même quand on est un ancien instituteur ou alors un paysan, c'est plus rare, mais c'est rejoindre par une promotion sociale un aréopage fermé de notabilité. Il y a aussi une borne très importante du programme qu'il faut évoquer sous la Troisième République, c'est la réforme de 1884 qui généralise l'élection des maires, alors qu'auparavant, c'était le préfet qui désignait les maires, sauf dans les villes, les communes jugées négligeables de moins de 5000 habitants.
mais le maire était désigné par le préfet avant 1884. Et en 1884, il y a une seule ville cependant qui, malgré la réforme, n'a pas le droit de se choisir un maire, parce que l'État a été traumatisé par l'épisode de la Commune de Paris en 1871. Cette ville, c'est Paris. Il n'y aura pas de maire de Paris, avec que des maires d'arrondissement, jusqu'à ce que Jacques Chirac, en 1977, devienne le premier maire de Paris. Sous la Troisième République, il y a aussi, dans cette histoire politique, d'ailleurs, que ce soit sous la Troisième ou d'autres régimes, c'est une dimension un peu plus technique du sujet, mais je crois qu'il faut se colter avec. C'est le choix du mode de scrutin. C'est l'identification des modes de scrutin. Il y a 4 variables. Le mode de scrutin peut être uninominal ou de liste. Il peut être aussi majoritaire ou proportionnel. Et la Troisième République, à cet égard, multiplie les expérimentations. Tu as une alternance sous la Troisième entre le scrutin uninominal, qui est pratiqué par exemple entre 1889 et 1919, pendant près de 30 ans, à nouveau à la fin du régime, entre 1928 et 1940. Alors on vote pour un seul nom, on choisit un seul nom, qui sera le futur député s'il recueille la majorité des voix. Et puis, on a le scrutin de liste, où on vote pour une liste, surtout pour les municipales d'ailleurs, qui va, ça va être le régime électoral entre 1885 et 1889, quelques années, mais aussi une dizaine d'années dans les années 20, entre 1919 et 1927. Donc ça, c'est l'opposition, scrutin uninominal, c'est pas facile à dire, et scrutin de liste. Et puis l'autre alternative, qui est mieux connue d'ailleurs des électeurs, du grand public, c'est l'opposition entre le scrutin majoritaire et le scrutin à la proportionnelle. On connaît la martingale, le premier est plus efficace, le scrutin majoritaire, comme son nom l'indique, dégage des majorités pour gouverner, mais le scrutin proportionnel est plus juste en tant qu'il constitue une photographie par le vote de l'opinion le jour du scrutin, qui est plus juste. Alors, le scrutin majoritaire est préféré sous la Troisième et sous la Cinquième République, avec 2 exceptions qui sont assez intéressantes à situer, à étudier. 1919-1927, sous la Troisième, on a voté à la proportionnelle lors de ces scrutins, en particulier pour les élections du cartel des gauches en 1924. Et puis, sous la Cinquième, on a une seule exception, c'est 1986. Et qui est un peu une exception machiavélienne voulue par François Mitterrand, qui a instauré le suffrage proportionnel pour gonfler le vote en 1986, la représentation plutôt dans l'hémicycle du Front National, et embarrasser la droite classique, la droite républicaine classique, en la mettant devant le dilemme de perdre des sièges ou bien de s'allier avec le Front National. Ce qu'à l'époque, elle ne fera pas d'ailleurs. À noter qu'en 1848, en revanche, la première élection législative au suffrage universel s'est bien déroulée au suffrage proportionnel également. Mais globalement, c'est le suffrage majoritaire qui l'emporte. Voilà pour l'histoire politique. Alors pour l'histoire politique, on y reviendra, il faut maîtriser l'histoire des régimes. Pas dans le détail, pas de manière érudite, mais de manière pratique, fonctionnelle, suffisamment pour ne pas se tromper sur les grands scrutins les plus célèbres, les plus déterminants, 1936 ou 1958. Il faut bien situer ces moments-là. Donc une histoire politique. Vraiment, je ne dévoile pas le secret de l'Église en commençant par cela, on s'en doute, le vote est une histoire très politique. À noter quand même, et je voudrais ajouter cette parenthèse, que la lettre de cadrage n'évoque pas le vote des élus. Elle n'évoque que le vote des électeurs. Et donc, il y a là peut-être une marge d'interprétation des préparateurs, mais le vote des élus au sein des mairies, dans le conseil municipal ou dans les 2 assemblées, n'est pas mentionné. Alors, faut-il le prendre en compte? À chacun de statuer selon sa conception du sujet et ses ambitions pédagogiques. La deuxième dimension, c'est la sociologie électorale. Et cette dimension sociologique, elle est présente dans la lettre de cadrage. Pour vous la faire simple, qui vote et pour qui? C'est-à-dire que progressivement, de nouveaux groupes rejoignent le corps électoral.
On peut penser bien sûr aux femmes en 1945. Enfin, la décision a été prise en 44, mais le premier vote, le premier scrutin est en 1945. On peut penser aux militaires qui n'avaient pas le droit de vote avant 1945. Il est assez troublant de penser que le général de Gaulle, lorsqu'il était militaire d'active jusqu'en 1940, ne pouvait pas voter. Les jeunes de 18 à 21 ans, lorsque la majorité est abaissée, donc y compris la majorité électorale, la majorité pour conduire une voiture ou pour mettre un bulletin dans l'urne est abaissée de 21 à 18 ans en 1974. À noter qu'en 1848, lorsque le suffrage universel a été instauré, cette majorité était déjà de 21 ans, mais pour se présenter à une élection législative, il fallait avoir à l'époque 23 ans. Autre élargissement, et on n'y pense pas toujours, les élections, les étrangers communautaires, les étrangers issus de la communauté économique européenne, bientôt Union européenne, aux élections locales seulement, à partir de 1992. Donc, et puis il y a des débats qu'évoque la lettre de cadrage, mais ce sont des débats, donc c'est pas une réalité, sur le vote des étrangers, qu'ils soient ou non communautaires, pour peu qu'ils travaillent et paient des impôts en France. La sociologie des élus se modifie aussi, pas simplement la composition du corps électoral. On passe de la fin des notables, pour reprendre la belle expression de Daniel Halévy, à la République des professeurs, pour reprendre le titre d'un livre d'Albert Thibaudet, en un demi-siècle, de 1870 à 1920, avec des notables qui parfois se glissent dans les assemblées, dans les années 1848, sous Napoléon III, au début de la Troisième République, qui sont des représentants de l'ancienne noblesse, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des propriétaires terriens, avec tout ce que cela peut donner à l'époque d'importance sociale. Et puis, on va avoir, à partir du début du XXe siècle, des gens qui sont des enseignants. Par exemple, le maire de Lyon, qu'on évoquait tout à l'heure lors de notre petite conversation, Édouard Herriot, par exemple, Daladier, ministre radical, qui était un professeur d'histoire. La République des professeurs, c'est-à-dire la République de ceux qui gagnent leur utilité sociale, non pas à travers leur patrimoine, leur fortune, leurs ascendants, mais à travers leur métier et leur diplôme. Au-delà des professeurs, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des chefs de gare, etc. La résistance est l'occasion, au mi-temps du XXe siècle, d'un puissant renouvellement de la composition des élus, y compris d'ailleurs à travers la réforme de 45, avec l'élection de 33 femmes en 1945 à l'Assemblée nationale, dont beaucoup d'ailleurs sont issues de la résistance. Et finalement, osent se présenter, car il fallait oser se présenter, même si on en avait le droit désormais, parce qu'elles peuvent se revendiquer des vertus et de l'héroïsme de leur participation à la résistance. Ça leur fait une sorte de bouclier moral pour dire oui, bon, c'est vrai, je suis une femme, mais regardez ce que j'ai fait en 43-44, je faisais pas la popote. Bon. C'est dans ce volet, je crois, sur la sociologie électorale qu'il faut se pencher sur un phénomène très important et un peu paradoxal, parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un non-vote, c'est le phénomène de l'abstention. Comment se fait-il que, dans une démocratie, et au XIXe siècle, dans une des seules démocraties du monde, on peut en citer quelques-unes, le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis, mais enfin, en 1900, les démocraties sont ultra minoritaires sur la scène mondiale. Comment se fait-il que certains citoyens renoncent à utiliser leurs droits, un droit si précieux, un droit conquis dans le sang parfois, par eux-mêmes ou leurs ancêtres? Cette abstention, c'est pas uniquement quelque chose de passif, quelque chose qui traduirait un désintérêt. C'est aussi un message qui est envoyé. Et c'est aussi un message qu'envoient les électeurs qui, eux, vont voter, mais pour des partis qui n'ont objectivement, ou des candidats qui n'ont objectivement aucune chance d'accéder au pouvoir. Je crois qu'il y a un continuum entre l'abstention et ce qu'on appelle, on y reviendra sans doute, Samir, le vote protestataire ou le vote tribunicien, consiste en une prise de parole, finalement, de l'électeur à travers un vote qui est un vote anti-système ou qui est une abstention.
Tu vois, ça aussi, c'est anti-système, l'abstention. D'ailleurs, l'abstention est un des marqueurs de la fin du programme. On l'évoquait tout à l'heure. Hein. En 2002, au second tour de la présidentielle, plus de 20% d'abstention. Alors à noter, parce qu'on aime bien parfois chercher les records, tu vois, et les extrêmes, que l'élection présidentielle qui a le moins mobilisé, c'est le second tour de la présidentielle de 69, après la démission surprise du général de Gaulle, avec le second tour entre Pompidou, son ancien Premier ministre, et Alain Poher, qui était le président par intérim, qui était le président du Sénat. Et bon, il n'y avait pas vraiment de match entre Poher et Pompidou. Pompidou a été élu dans un fauteuil, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est plus de 60% pour Pompidou. Et donc les gens se sont démobilisés au second tour. Et il y a eu 30% et quelques d'abstention en 69, soit 10 points de plus qu'en 2002. Mais si on met de côté 69, alors qui résulte un petit peu d'une quelque chose d'inédit, la démission du président de la République au cours de son second mandat, 2002 était avec 95. Jusque-là, on a fait mieux depuis, ou pire. L'extrême, l'apogée de l'abstention. Pas une présidentielle, en tout cas, bien sûr. Si on va chercher des élections européennes ou des élections cantonales, on va trouver, bien sûr, d'autres chiffres. On met le vote blanc aussi ou pas? Avec ces chiffres d'abstention quand on en parle. Est-ce que dans les statistiques, on intègre le vote Oui, blanc? on intègre le vote blanc, en effet, qui a été compté comme une abstention. En effet, à l'époque. Il y a une troisième dimension qui est... La troisième, c'est l'histoire oui, culturelle. c'est la dimension culturelle, en effet. C'est l'histoire culturelle. Tu as raison. Mais histoire culturelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une anthropologie du suffrage. Un bien grand mot pour dire que on est aussi dans l'histoire des mentalités, l'histoire des représentations. Voter, le vote, c'est le geste démocratique par excellence, qui résume la démocratie. Quoique d'une manière d'ailleurs assez erronée, car on vote beaucoup dans la Chine de Xi Jinping ou dans la Russie de Vladimir Poutine. Je crois que plus les pouvoirs sont autoritaires et dictatoriaux, plus au contraire ils mettent en scène le vote évidemment unanime ou unanimiste de leur sujet. Bon. La geste de la démocratie, la geste au sens de l'épopée de la démocratie, peut sommairement se résumer néanmoins par la séparation, d'une part, et d'autre part par l'élection des différents pouvoirs. Évidemment, l'élection ne veut rien dire s'il n'y a pas de séparation. Si les députés n'ont aucun pouvoir ou sont là pour applaudir le leader suprême, effectivement, on peut les élire tant qu'on veut. Bon. Il faut insister vraiment dans le cours sur les représentations, sur les mécanismes psychopolitiques, sur les croyances. Osons dire la chose. L'économie repose sur la croyance, l'amour repose peut-être sur la croyance, mais l'élection aussi repose sur la croyance. Beaucoup de choses reposent sur la croyance. Sur les représentations qui donnent foi dans l'élection, pensez d'abord comme juste, comme un mécanisme qui est juste. Et donc, il est juste de se plier au résultat de l'élection, même s'il vous déplaît. La volonté générale, c'est aussi, la volonté générale de Jean-Jacques Rousseau, c'est être libre en obéissant à une loi qui contrarie vos intérêts, à laquelle vous ne souscrivez pas, mais à laquelle vous devez obéir parce que vous avez participé à sa fabrication en votant pour l'homme qui l'a rédigé, par exemple. À noter, par exemple, qu'en juin 48, on a un drame dans Paris. On va avoir plusieurs milliers de morts suite à l'insurrection sur les barricades de l'extrême gauche, de ceux qu'on appelle à l'époque les démoxocs, les rouges déjà. Une partie de cette extrême gauche n'accepte pas le résultat des élections d'avril, ces résultats ont penché en faveur des modérés. Et l'extrême gauche reproche au gouvernement provisoire d'avoir organisé ces élections trop tôt, sans avoir laissé le temps aux leaders comme Blanqui, par exemple, ou Blanc, de faire campagne et de développer les idées de l'extrême gauche.
Et donc ça débouche sur une insurrection armée qui est réprimée très férocement par Cavaignac, qui est nommé dictateur par le gouvernement provisoire républicain. Eugène Cavaignac, qui est lui-même un républicain, qui est pas du tout un réactionnaire, un fiefé réactionnaire. Mais on a là un conflit de représentation. C'est-à-dire que pour l'extrême gauche, l'élection qui a vu triompher le vote plutôt placide, voire conservateur de la province, en violent décalage avec le vote parisien, on aura le même drame en 1871 avec la Commune, et cette élection, elle n'est pas légitime. Cette élection, elle n'est pas juste. Cette élection, elle leur a été volée. Donc, il faut tout un mécanisme d'adaptation psychologique, d'éducation du citoyen pour que la minorité accepte comme juste, comme légitime le résultat de l'élection, même quand il lui déplaît. Donc, les premières élections, il faut le savoir, libres, au suffrage universel en tout cas, ont débouché sur une répression épouvantable de l'extrême gauche parisienne qui n'accepte pas le résultat. Bon, il y a d'autres facteurs aussi, on y reviendra, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Il y a aussi la suppression des ateliers nationaux par le gouvernement républicain, le gouvernement provisoire, qui permettait de donner un revenu aux chômeurs. Ça a été aussi un des mécanismes de l'insurrection. On ne va pas tout réduire au résultat des élections. Il faut également insister sur le lien entre l'électeur et l'élu. Peu de gens savent qu'aujourd'hui encore, par exemple, ils votent pour le député d'une circonscription électorale, mais en même temps, ce député, une fois au Palais Bourbon, représente tous les Français. Il ne représente pas simplement les élus, les électeurs qui ont voté pour lui. Le député de la 2e circonscription de Corse du Sud, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, il représente aussi bien les Bretons, les Limousins que les Parisiens. Il est l'élu de la nation. Et pourtant, il a été élu par les députés de sa circonscription. Il y a là un mécanisme de transposition psychologique dont il faut tenir compte. Ce n'est pas un représentant syndical, un député. Il ne vous représente pas en tant que corps, en tant que particularité. Le scrutin, j'irais même jusqu'à dire, on en parlait tout à l'heure, Samir, il revêt presque une dimension religieuse. Il a une dimension religieuse, c'est un processus qui est symbolique, c'est le vote et la vertu, pour paraphraser Alain Garrigou, voter c'est vertueux. En tout cas, il y a une dimension rituelle, une sorte de religion laïque, bien évidemment, sous une république qui, par ailleurs, l'est depuis 1905. Mais il y a des objets liturgiques, des objets qui sont utilisés dans le cadre de la célébration d'un culte. C'est ce que c'est un objet liturgique. Les listes électorales, les affiches électorales, l'urne, l'isoloir, qui apparaît seulement à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est pas quelque chose qui était présent dès 1948, l'isoloir. On a tout un matériel, on a tout un conditionnement, il y a un parcours que si nous avons déjà voté, nous connaissons bien. Il faut présenter sa carte d'identité aujourd'hui, il faut aller présenter sa carte d'identité devant les appariteurs du bureau de vote, il faut ensuite prendre tous les bulletins. Donc, il y a un chemin qui est un chemin topographique qui mène jusqu'au dépôt du bulletin dans l'urne, en passant par l'isoloir, bien évidemment. Donc, 3 dimensions. Une dimension d'histoire politique, avec bien évidemment pas toute l'histoire politique, mais la manière dont le régime institue ou instrumentalise le vote. Il l'institue, il l'élargit, il le restreint, il l'instrumentalise à son service. Une dimension sociologique qui est très forte, qui est très importante, qui sont les élus, qui sont les électeurs. Et est-ce que finalement les élus, idéalement dans une démocratie, doivent être à l'image des électeurs? C'est une question très actuelle que posent certains partis politiques. Est-ce qu'il faudrait que les élus soient à l'image des électeurs, ou au contraire, peuvent-ils être différents par leur culture, leur origine, leur formation? C'est une question qui se pose. L'histoire culturelle, enfin, le vote comme un élément de la culture démocratique, avec la lecture du journal, avec d'autres aspects de la démocratie, d'autres rouages de la démocratie. Et le rouage est à la fois, le vote est à la fois très, très
solennisé, très symbolique, très sanctuarisé. Mais il faut se rendre compte que, le vote peut être manipulé par le pouvoir. Il peut envoyer un autre message que celui qu'attend le pouvoir, hein. On l'a bien vu, non pas en 2002, mais quelques années plus tard, en 2005, hein, lors du référendum sur le traité instaurant une constitution européenne. Et donc il y a, un déchiffrage, du vote comme un système de pensée. Voilà, un système de pensée, un mécanisme de représentation psychopolitique, pour employer des grands mots. Enfin, les 3 dimensions que je vois, Samir. Beaucoup de dates qui jalonnent un petit peu Ouais. cette compréhension du programme, mais qu'il va falloir ensuite s'approprier forcément. Ça reste une introduction, on n'est pas là pour faire un cours qui Ah, mais qui se veut complet et je pense que c'est vraiment complémentaire aussi avec la lettre de cadrage que les étudiants ont pu, lire, à plusieurs reprises. Heu, on va s'arrêter là ouais, pour ce premier échange. Ça donnera évidemment lieu à un nouvel échange qui sera, j'imagine, tout aussi à ta intéressant pour les disposition. étudiants, qui où on abordera un peu plus la façon de s'y préparer, Oui, de façon un peu plus pragmatique et un peu plus précise, sur ce thème qui est, comme tous les thèmes d'histoire, assez large, mais qui invite aussi à différentes problématiques qu'il va falloir creuser parce que un sujet n'est pas que descriptif au concours. Donc on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter peut-être sur la difficulté du thème ou alors c'est effectivement un thème, qui est difficile parce qu'il est à la fois il peut être extrêmement technique. Tu vois, on a parlé, il y a quelques minutes de la différence entre le scrutin de liste et le scrutin uninominal. En même temps, il faut pas se perdre dans la technique, hein, bien c'est quand sûr. même pas l'essentiel. C'est pas, une épreuve de droit public, hein, ou de droit constitutionnel. Et en même temps, bien sûr, on peut aller très, très loin. La question du vote, potentiellement, elle irradie l'ensemble, l'entièreté du champ politique. Hein, ça n'a pas de limite, d'une certaine manière et sous un certain angle. Merci en tout cas Frédéric Je pour, t'en prie. cet échange et à très vite. Vous êtes en prépa L, vous souhaitez être accompagné par Mission Prépa jusqu'aux portes de l'ENS. Rendez-vous en description pour en savoir plus sur nos programmes, cours particuliers, prépa digital annuel. On vous accompagne avec des profs qui sont actuellement à l'ENS ou alors des profs agrégés de prépa comme dans cette vidéo.